Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Il y a 80 ans, la France était libérée. Alors, on est carrément dans le thème ici avec à mes côtés Alan, bonjour. Bonjour. On est devant votre véhicule. Alors, quelques mots sur ce véhicule. C'est une Jeep. C'est une Jeep, c'est une vulgaire Jeep si on peut dire, puisque toutes les Jeeps se ressemblent au premier coup d'œil. Mais finalement, quand on commence à poser un deuxième coup d'œil sur celle-ci, on est déjà premièrement interpellé par sa calandre, donc ces calandres est en fer soudé, et contrairement aux calandres qu'on connaît habituellement, qui elles sont en fer pressé. Donc le fer pressé, c'est la calandre, ce qu'on appelle la calandre Ford, qui était plus facile et moins coûteuse à fabriquer, puisqu'on mettait un coup de presse, elle était fabriquée. Alors que là, il fallait un peu de temps. Mais les 4 premiers mois de fabrication, chez Willis, on a une calandre qui est reconnaissable au premier coup d'œil, et donc on peut facilement identifier les 4 premiers mois de fabrication chez Willis par sa calandre en fer soudé. Un véhicule américain. Un véhicule américain, le premier, on va dire, grand 4x4 de grande diffusion mondiale, et qui a libéré la France du joug nazi et le monde de toute cette guerre de 39-45. 1941, ce modèle, un modèle unique, on va dire pratiquement. Il en reste beaucoup de cette époque encore en état, et en tous les cas en état de rouler. Alors en état de rouler, et combien il en reste, c'est assez compliqué et difficile de le chiffrer. On sait qu'il y en a eu à peu près 6000 avec ce qu'on appelle donc cette slat grille ou cette early, avec cette grille bien particulière des 4 premiers mois de fabrication. Il y en a eu 6000 de fabriqués. Maintenant, il est très compliqué de savoir combien il en reste. On en croise quelques-unes, notamment moi cette année j'étais en Normandie pour juin, j'en ai croisé 3, donc on était au moins 4, mais c'est les 3 seuls que j'ai croisés. La passion pour tout ce qui se rapporte à cette période de guerre, de libération. Vous êtes normand, donc vous avez vécu, en tout cas votre famille a vécu, vous avez des repères différents de ce qu'on peut voir dans la région. C'est une époque qui est différente selon les régions, même si on est dans la même époque, les mêmes années. La France n'a pas été la même pour tout le monde selon la ligne de démarcation déjà. La guerre n'a pas été la même pour tout le monde. Bien sûr, il y a eu la guerre pour tout le monde, mais l'occupation n'était pas la même, les contraintes n'étaient pas les mêmes, et puis surtout les punitions, ce qui pouvait se passer en cas de problème n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Nous, c'est ce que j'explique un peu assez souvent ici en Haute-Loire. Moi qui suis de Normandie, le 6 juin ne se lève pas de la même manière. Nous, le 6 juin, on sait que c'est le 6 juin, c'est un peu comme un matin de Noël. Alors pas pour les mêmes raisons, mais le matin de Noël ici, quand on se lève, on sait que c'est Noël. Eh bien, nous, le 6 juin, quand c'est le 6 juin, on sait que c'est le 6 juin, on met un drapeau à la fenêtre, on allume une bougie ou simplement on fait un tour de Jeep pour se souvenir. Il en reste beaucoup des véhicules. Alors, on a Jeep, mais on a des véhicules qui évoquent donc cette période. Il en reste beaucoup en circulation. Alors, dans la région, la Loire, la Haute-Loire, puisque vous le disiez, vous êtes de Haute-Loire, il en reste beaucoup. Où est-ce qu'il y en a plus encore? Forcément dans votre région, parce que ces voitures, elles viennent d'où? Elles viennent de partout. Elles viennent de partout. Elles ont été, pour le plus gros d'entre elles, débarquées soit en Normandie, soit en Provence. Donc soit au 6 juin, soit au 15 août. Pour les 2 débarquements respectifs, parce qu'on a tendance aussi à oublier le 15 août, alors surtout en Normandie, puisque en Normandie, le 15 août, ça n'existe pas. C'est un débarquement qui n'existe pas dans la tête des gens, il n'y a que le 6 juin. Et on va dire pour le commun des Français, il n'y a que le débarquement du 6 juin. Pour ce qui est des véhicules, ensuite, à la suite du conflit, au fur et à mesure du conflit, alors des véhicules qui étaient hors service, qui ont été abandonnés dans des fermes ou sur le bord des routes, et surtout en fin de guerre, ce véhicule a continué d'être produit. Il a aussi été continué d'être produit par Hotchkiss, donc bien après la guerre, et ces véhicules se sont retrouvés dans des fermes, dans beaucoup de compagnies de pompiers. On en retrouve beaucoup chez les pompiers, encore aujourd'hui, on en retrouve encore beaucoup chez les pompiers. Et ces véhicules ont surtout été vendus par les domaines par la suite dans les années 60, 70, 80. On en trouvait beaucoup dans les domaines, des véhicules de réforme qui ont été vendus par les services des domaines. Celle-là, vous l'avez eu où? Vous l'avez trouvé où? Ce modèle-ci? Alors celle-ci, il y a un site qui s'appelle Le Bon Coin et qui est très pratique pour acheter toutes sortes d'objets. Et elle était sur Le Bon Coin, elle était quasiment dans cet état-là. On a remis quelques petites choses en conformité avec l'origine, puisque c'est un modèle très spécifique de 41. Donc voilà, il y a une tête de boulon, un crochet ou un caoutchouc qui n'était pas de la bonne époque. Donc on est en train de la remettre progressivement en configuration totalement d'origine. Et elle était quasiment dans cet état. On trouve des pièces facilement parce que des clubs font refabriquer des pièces d'origine du stock d'époque, il n'y en a plus.
Et si, puisque en Normandie, en Normandie comme partout ailleurs, il faut savoir que pour une Jeep débarquée, il y avait 7 Jeeps en pièces détachées qui étaient débarqués également. Les premières Jeeps qui sont débarquées roulantes, puis ensuite se sont montées dans les champs de Normandie sous les pommiers, et notamment pour un des plus grands ateliers à ciel ouvert connus qui était à Isigny-sur-Mer. On mettait des lignes de production, donc avec des tapis roulants qui allaient d'un pommier à l'autre, et on montait des voitures sous les champs, sous les pommiers, et puis on montait des Jeeps, on montait des GMC, puisqu'elles arrivaient en pièces détachées ou en caisse, puisque une Jeep était contenue en caisse. Alors il restait les 4 roues à monter et quelques babioles, et on montait ces voitures sous les pommiers en plein air, et il y avait des énormes ateliers qui étaient montés en plein air pour monter cette Jeep. Mais il faut savoir que pour une Jeep fabriquée, il y en avait 7 en pièces détachées, et aujourd'hui on trouve encore énormément de pièces d'origine, d'époque. Et puis pour tout ce qui est du reste, c'est refabriqué. On a 4 ou 5 sociétés, on va dire, qui s'occupent de continuer de fabriquer ces pièces ou de nous les fournir. Et puis on voit, vous êtes habillé, alors moi je ne connais pas tout à fait l'habit, mais vous avez ces jours-ci avec un habit différent. Aujourd'hui, US Navy. Alors déjà, la passion pour cette période, parce que c'est forcément une passion. À la passion pour cette période, il faut déjà s'intéresser à l'histoire de France. Il faut être un peu patriote. Alors ça pourrait être la Renaissance, ça pourrait être plein d'autres choses. Celle-ci, je pense que le fait d'être normand, ça aide à s'intéresser à cette période-là. C'est une période qui était hier. Finalement 39-45, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était hier. Quand on nous parle de Ravaillac à l'école, ça parle pas, c'est trop loin. C'est mon avis personnel, mais Ravaillac c'est trop loin. Louis XII ou Louis XIII, c'est comme Rambo, ils se sont suivis, mais on ne sait plus lequel est dans quel ordre. Alors que là, finalement, c'est hier, et aujourd'hui, on a encore des témoins qui sont vivants. Moi, j'ai eu la chance en Normandie de pouvoir rencontrer énormément de résistants, énormément de combattants. On avait les concours national de la résistance qui existait à l'époque, où on nous faisait rencontrer des résistants. Et c'est une passion, finalement, qui s'explique pas bien. Il faut être déjà avant tout patriote. Et même sans être patriote à 100%, il faut au moins s'occuper de cette histoire pour essayer de la transmettre. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément la transmettre aux plus jeunes, puisqu'aujourd'hui on a des gens qui sont plus âgés que moi et qui se sont pas forcément intéressés à cette période pendant de nombreuses années. Et cette année 80e, se rendre compte par les différents médias, alors vous, le travail que vous faites, ou alors des plus grosses chaînes de télé, ou des radios, ou des sites internet, et tous les réseaux sociaux qui puissent exister, qui ont mis ce 80e en avant, et qui ont... c'est un constat, qui ont ouvert les yeux à certaines personnes qui, oui, il s'est passé quelque chose, mais pendant tout ce temps, j'avais une occupation professionnelle ou ce genre de choses et je ne me suis pas intéressé. Là, j'arrive à l'âge de la retraite et ben ouais, c'est bien sympa ce qu'ils font ces jeunes avec leur voiture et à reconstituer un petit peu ce qui s'est passé. Et donc en fait, on se rend compte que la transmission, elle est intergénérationnelle, autant aux plus jeunes qu'aux plus anciens qui nous posent énormément de questions. Et puis ceux aussi qui ont connu le service militaire, j'ai pas eu cette chance, mais qui se souviennent aussi, j'ai passé mon permis sur cette voiture, donc sur une Jeep ou sur un GMC. Et voilà, ce qui nous passionne aujourd'hui, c'est cette transmission de l'histoire, mais la transmission également de l'histoire dans l'histoire. Ça c'est très intéressant. Donc moi je suis de Beauzac, Haute-Loire, et bien on a cette histoire, la grande histoire, et puis on a les petites histoires. L'attaque du train de Beauzac, le gendarme assassiné en gare de Retournac, ou pourquoi ça s'est passé comme ci, pourquoi ça s'est passé comme ça, et puis s'arrêter face, pourquoi ce mur il y a des traces, et bien parce qu'ici il y a eu un bombardement, à Monistrol-sur-Loire notamment, le bombardement, il y a encore des traces sur le pont. Mais il faut savoir ouvrir les yeux au bon moment et au bon endroit pour voir encore les traces. Alors on vous a vu donc sur les commémorations, je pense à Saint-Étienne ces jours-ci, mais vous vous déplacez en fait de partout sur le territoire. En Normandie, forcément, il y a eu des grandes commémorations. Et puis, vous avez même soigné le détail jusqu'à mettre un casque. Quelques mots sur ce casque, parce qu'il a tiré mon œil tout de suite. Eh bien, ce casque, on a pas mal de photos d'époque où on avait des messages qui étaient passés un petit peu par les Alliés. Alors, notamment, les photos les plus connues, c'est les bombes. Les bombes où chacun mettait un petit mot sur la bombe et puis après, il balançait la bombe. Mais on a aussi beaucoup de photos où il y avait un casque qui avait été trouvé sur, malheureusement, un soldat ennemi qui était au sol. On récupérait le casque, on lui passait un message dessus, on l'attachait sur la Jeep et on roulait
aussi loin qu'on pouvait avec ce casque qui était attaché dessus. Donc ce véhicule pour l'instant n'est pas marqué de division. Il va être aux couleurs de la 2e division blindée, Leclerc, donc qui a débarqué en Normandie. Et pourquoi ? Parce que premièrement, je suis normand. Et deuxièmement, parce que Leclerc, donc ici on est plutôt dans la Loire, du côté de Delattre de Tassigny, la première armée qui a débarqué en Provence, celui-ci va être marqué 2e DB. Pourquoi ? Parce que déjà Leclerc débarque en Normandie à Utavitch, s'occupe ensuite de contourner la Bretagne, les pays de la Loire, de fermer la poste de Falaise-Chambois, donc la fin de la bataille de Normandie, puis ensuite d'aller libérer Paris, d'aller libérer l'Alsace, d'aller finir son fameux serment de Coufra qui disait de jurer de ne déposer les armes que seulement quand les couleurs flotteraient sur la cathédrale de Strasbourg. Et surtout, la 2e DB de Leclerc a été jusqu'au Nid d'Aigle, donc jusque chez Adolf Hitler, pour libérer et finir cette fameuse guerre, tandis que l'armée américaine était également dans le même village. Eux étaient là-haut sur le Nid d'Aigle, tandis que l'armée américaine, elle était en train de libérer le village. Et c'est ainsi que ça s'est terminé. Un passionné comme vous avez seulement ce véhicule ou est-ce que vous avez d'autres véhicules de cette période ? Parce qu'un collectionneur, il en veut toujours plus. La collection, c'est une grave maladie. Et puis, je suis pas sûr qu'ils aient trouvé de remède. On a la chance d'avoir cette Jeep, donc Slatgrille, donc Early de 1941. On a un GMC très très peu commun puisque c'est un GMC Leroy. Donc c'est un compresseur. Donc Leroy, ça fait très français, mais c'est une marque américaine. C'est un compresseur, donc qui faisait partie des bataillons du génie. Donc pour la faire simple, tout ce qui existe aujourd'hui en électroportatif, visseuse, perceuse, scie circulaire, voilà, tout ce qui existe aujourd'hui en électroportatif, c'était la même chose, mais à air. Et donc pour ça, il fallait un camion. Donc ce camion fournissait en air à la fois tous ces outils électroportatifs et il s'occupait aussi de gonfler les canaux pour faire des ponts sur les ponts qui avaient été détruits. Donc on gonflait des canaux, on mettait des platelages par-dessus et on faisait des ponts provisoires. Donc c'est un camion très très rare qu'on a eu la chance d'acquérir. On a une moto ex-marine nationale de 1956, une Peugeot 176 TC4. J'ai récemment fait l'acquisition d'un Ransom, qui est une chenillette qui servait pour la Royal Air Force à transporter les trains de bombes sur les aérodromes. Donc je me suis promis de l'emmener ici l'année prochaine, puisque quoi de mieux qu'un aérodrome que de lui refaire prendre, je ne vais pas dire la route, mais lui faire à nouveau bouger les chenilles sur un aérodrome. Voilà, donc ça c'est la promesse pour l'année prochaine. On essaiera fortement de faire venir le Ransom. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Après c'est un peu plus récent, c'est notamment du Renault 2087, donc comme on a là-bas à l'arrière. Mais voilà, c'est pour le tour et sans parler de cette collection de jerrycans qui commence à prendre beaucoup de place. Donc une grande collection de jerrycans. Vous faites partie d'un club dans la région qui regroupe tous ces passionnés. On le voit autour de nous, il y a énormément de véhicules d'époque. Il existe un club qui permet à tous ces passionnés, c'est fou quelque part, mais c'est fou dans le bon sens du terme, de vivre leur passion et puis de partager leurs astuces. Alors, on est avant tout une grande bande de copains, mais qui forment plusieurs groupements. On a des comités, on a des collectifs, on a des clubs. Alors notamment le club des véhicules anciens militaires de Périgneux. On a le collectif La Mémoire du 2e RSR, donc le régiment d'espace algérien de reconnaissance. On a Mémoire du Forêt aussi qui était avec nous hier. Voilà, on a plusieurs collectifs, mais finalement à la fin on est une belle bande de copains qui passent un bon moment, des bons week-ends et qui prennent plaisir à expliquer aux gens ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Merci beaucoup, bonne journée et puis à très vite ici donc avec un nouveau véhicule. Merci. Merci à vous.